Parce qu'Harold Finch était un homme misérable. Il a ruiné des vies avec un sourire. Il a failli lui ruiner la mienne. Il a découvert l'affaire Marseille. Mon implication dans cette clinique. Les papiers ont été brûlés, mais il en avait des copies. Des lettres. Des déclarations. Il voulait de l'argent, mais pire encore, il voulait bouleverser tout. Il t'aurait tout dit, Vivienne. Il t'aurait dit des choses que même moi je ne savais pas expliquer. Et donc tu t'es assuré que j'aurais l'air coupable. Non, la voix de Honoria, S.I. Brisa. Je savais que tu ne serais jamais blâmé, pas vraiment. Les gens comme toi ne vont pas en prison pour un homme comme lui. Je pensais qu'il ressentirait un picotement, une peur, peut-être une maladie. Je n'aurais jamais imaginé qu'il le ferait. Mais elle s'arrêta, parce que c'était un mensonge. Et Honoria Lampston n'avait jamais mal menti. Craïs avance. Vous devrez venir avec nous, mademoiselle Lampston. Honoria hocha la tête. Laissez-moi un instant. Miss Marple se tenait à ses côtés, sans l'accuser ni la réconforter. J'ai essayé de la protéger, dit Honoria. Toute sa vie. Je sais, dit doucement Miss Marple. Et c'est ce qui rend la situation si tragique. Ce soir-là, alors que le village était sous le choc de la révélation, Miss Marple était assise près du portail de son jardin, tricotant dans le long crépuscule. La serre de Fairview était vide, l'air autrefois chargé d'orchidées était désormais rempli de silence. Vivienne était partie chez des amis à Oxford. Le colonel Bloom n'avait donné aucune nouvelle. Dora Kemp avait repris ses paisibles occupations, son instinct protecteur n'étant plus nécessaire. Le village, avec ses tasses de thé et ses scandales, avait commencé à se calmer à nouveau. Mais Miss Marple resta pensive, car derrière chaque solution, elle le savait, il y avait un coup. Une vague de conséquences qu'il était impossible de contenir. Harold Finch avait déterré le passé, et Honoria Lampston avait enterré l'avenir. 3 jours après l'arrestation discrète d'Honoria Lampston, le village de Saint-Aldelme avait entamé son prudent processus d'oubli collectif. Les rideaux restaient tirés un peu plus longtemps le matin. La fréquentation des églises enregistrait une curieuse augmentation. Et dans la file d'attente de l'épicerie, les gens échangeaient des plaisanteries laconiquement ciselées, faisant comme s'ils n'avaient pas murmuré le nom d'Honoria quelques instants plus tôt. Miss Marple, cependant, n'avait pas encore repris ses habitudes. Il restait une pièce du puzzle, une pièce qui ne collait pas tout à fait. Les aveux d'Honoria, bien que crédibles, s'accompagnaient d'une qualité que Miss Marple connaissait trop bien. La froideur et la fermeté d'une femme qui avait volontairement assumé le fardeau de la culpabilité. Ce n'était pas la même chose que la culpabilité. Non, l'histoire d'Honoria était trop bien ficelée, trop pratique. Et Miss Marple, dont les travaux d'aiguille lui avaient depuis longtemps appris à reconnaître un point artificiel, avait commencé à soupçonner que la vérité était encore plus compliquée. Elle retourna une fois de plus à Fairview House, désormais sombre et vigilante, sous l'œil attentif d'un gardien temporaire. Vivienne avait écrit qu'elle ne reviendrait pas avant un certain temps. Une amie d'Oxford lui avait proposé un logement et un espace de réflexion. Le colonel Bloom était parti, à la campagne, sa propre version de la retraite. Seuls les jardins restèrent inchangés, comme indifférents au scandale qui avait fleuri parmi leurs parterres ordonnés. Miss Marple les parcourait seule, non pas à la recherche de preuves, mais du contexte. Ce n'était souvent pas le détail, mais la position du détail qui révélait la vérité. En passant devant la véranda désormais vide, son regard s'attarda sur le chemin de briques qui menait à l'arrière. Quelque chose chatouillait au bord de sa mémoire. Un moment. Un son. Le CRI de Vivienne. Miss Marple s'arrêta. Tout le monde s'était précipité vers la véranda ce jour-là. Mais Finch s'était déjà effondré à leur arrivée. Et qui l'avait atteint en premier? Vivienne? Honoria? Personne d'autre. Madame Edgecombe, la gouvernante, avait insisté pour faire entrer Vivienne, mais n'avait-elle pas dit qu'elle l'avait trouvée dehors, tremblante? Miss Marple retraça les étapes dans sa tête. Vivienne et Finch ont parlé au bord de la véranda. Vivienne S.I. de Turner. Un accident. Un cri. OMS touché Finch en premier. Une question devenue vitale. De retour dans son salon ce soir-là, Miss Marple écrivit une courte lettre. Elle était adressée à quelqu'un qui s'était montré serviable, peut-être trop serviable, dès le début. Et c'était un appât. La lettre disait « Mon cher, tu avais raison. Ce n'était pas Honoria. Je crois avoir trouvé la preuve de qui a manipulé les gants, finalement. Auriez-vous l'amabilité de venir me voir demain matin?
Je pense que ce que j'ai découvert vous intéressera. Cordialement, Jane Marple l'a posté elle-même. Le lendemain matin, alors que les cloches de l'église sonnaient 11 heures, Madame Edgecombe arriva au cottage de Miss Marple avec un petit bouquet d'hortensias et un sourire plutôt forcé. « Quelle belle matinée !» dit-elle en jetant un coup d'œil aux tasses déjà disposées sur la table de devant. Miss Marple la salua au cement. N'est-ce pas? Une journée idéale pour répondre aux questions en suspens. Madame Edgecombe s'assit avec un soupir réservé. Je dois dire que tout cela a été un choc terrible. Pauvre Leonoria. Oui, répondit Miss Marple en versant le thé. Mais je me demande si elle n'a pas fait ce que beaucoup de femmes confessent, non par culpabilité, mais par amour. Edgecombe cligna des yeux. L'amour. En effet, Honoria Lampston a consacré sa vie à Vivienne. Elle a peut-être tout fait pour la protéger, même la protéger de vérités qu'elle n'avait jamais voulu affronter. Madame Edgecombe sourit poliment. Cela paraît très noble. Oui, répondit Miss Marple d'une voix toujours douce, mais pas toujours sage. Elle tendit une tasse de thé à la femme, puis s'installa en face d'elle. Tu te souviens des gants? Demanda-t-elle. Madame Edgecombe se raidit, à peine perceptiblement. Ceux à la lavande? Oh oui, une affaire épouvantable. Vous avez dit que vous étiez allé les chercher dans le jardin après que mademoiselle Vivienne a dit qu'elle les avait perdus. Oui, je ne les ai trouvés nulle part. Miss Marple hocha la tête. Mais ils n'ont pas été trouvés loin du chemin que vous auriez emprunté. Non, non, ils étaient cachés derrière la haie, près du tas de paillis. Ce qui m'a paru curieux, car seule une personne connaissant bien le terrain aurait pensé à les cacher là. Les yeux de Madame Edgecombe clignèrent. Miss Marple se pencha légèrement. Puis-je vous demander si, lorsque vous êtes tombé sur le corps de M. Finch, vous l'avez touché? Je ne pense pas. Peut-être. J'ai aidé mademoiselle Vivienne à entrer. Mais avant ça, personne d'autre n'était entré. Je ne suis pas sûr, Miss Marple l'interrompit doucement. Voyez-vous, c'est justement ça. La fougère présentait des signes de contamination. Le poison était au pic. Un transfert. Et nous pensions que cela venait des gants. Madame Edgecombe déglutit difficilement. Mais n'est-ce pas? Miss Marple eut un petit sourire presque compatissant. Non, les gants étaient une ruse. Il y avait du poison dessus, c'est sûr. Mais pas assez pour tuer. Ce qui a tué Harold Finch était sur ton main, ou plutôt sur vos gants. Un silence s'installa entre eux. Vous l'avez trouvé? Dit doucement Miss Marple. Vous avez été la première à atteindre la véranda. Vous vous êtes agenouillée à côté de lui. Peut-être pour prendre son pouls. Peut-être juste pour être sûr. Les lèvres de Madame Edgecombe s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. Je vous ai vu, vous savez, continua Miss Marple, à l'orée du jardin du presbytère, 2 jours avant le déjeuner, en train de cueillir quelque chose. Je croyais que vous cueilliez des feuilles de digital. J'avais tort. Elle regarda fixement la gouvernante. Vous rassemblez à Coney, de l'ancien terrain près du mur du cimetière. Peu de gens savent qu'il existe. Mais vous le sauriez. La couleur quitta le visage de Madame Edgecombe. Il a mérité, dit-elle soudain, la voix brisée. Il savait ce qu'il faisait. À ma fille. Miss Marple ne dit rien. Ce n'était pas qu'un simple avocat, murmura la femme. C'était un prédateur. Elle avait 17 ans. Il lui avait fait des promesses. Il l'avait ruinée. Et lorsqu'elle lui avait écrit pour lui demander de l'aide, il l'avait envoyé point argent. Ses mains tremblaient. Elle est morte à Marseille. Seule. Dans un lit d'hôpital. Alors continua. Les yeux de Miss Marple s'adoucirent, bien que son expression restât grave. Je suis désolé. Je pensais qu'il nous avait oubliés. Jusqu'à ce qu'il arrive à Fairview. J'ai reconnu sa voix. Il ne me reconnaissait plus. Mais je me souvenais point lui. Elle détourna le regard. Quand mademoiselle Honoria a dit qu'il fouinait, quand j'ai trouvé ses gants abandonnés sur le banc, j'ai su. J'ai vu une chance. Une chance de faire croire à autre chose. Tu as appliqué le poison sur tes propres gants, dit Miss Marple. Et tu l'as manipulé en faisant semblant de l'aider. Madame Edgecombe hocha la tête, les larmes coulant désormais librement. Je ne voulais pas piéger mademoiselle Vivienne. Mais quand les gants ont disparu, quand tout le monde a commencé à parler, j'ai paniqué. Je me suis dit, mieux vaut elle que moi. Miss Marple lui prit la main. Tu as porté ce chagrin seul. Mais la justice, la vraie justice, ne doit jamais prendre le visage de la vengeance.
Madame Edgecombe pleurait en silence. Lorsque Cray est arrivé 1 heure plus tard, elle l'a accompagné sans protester. Ce soir-là, le village, comme toujours, murmurait et spéculait. Cette fois, avec moins de certitude. Miss Marple a reçu une petite enveloppe de Vivienne à Oxford. Chère Miss Marple, merci pour tout. Je ne sais pas encore de quoi l'avenir sera fait, mais au moins, maintenant, je connais mon passé. Je pensais que c'était basé sur des mensonges. Mais peut-être que c'était basé sur des gens qui faisaient de leur mieux dans un monde rempli d'erreurs. Avec gratitude, Vivienne Miss Marple plia la lettre et la glissa dans son bureau. À l'extérieur, la véranda de Fairview est restée fermée. Les fleurs refleuriront la saison prochaine. Mais cette année, leur silence était approprié. C'était un vendredi après-midi, de ces jours où la lumière du soleil filtrait des reflets dorés à travers les haies et où les abeilles bourdonnaient paresseusement dans les massifs de lavande de Saint-Aldelme. Pour la première fois depuis près de 15 jours, le village respirait plus facilement. La tension qui s'était emparée de ces ruelles commençait à se dissiper lentement, certes, et non sans laisser de traces, mais indéniablement. Et pourtant, pour Miss Marple, la fin n'était pas encore tout à fait proche. Pas avant que la vérité ne soit dite à haute voix. Elle avait vu trop d'injustices passer sous silence. Trop de cas où les suppositions persistaient comme de la poussière dans des recoins inexplorés. Et dans ce cas-ci, trop de cœurs croyaient encore à ce qui avait été commodément arrangé. qu'Honoria Lampston avait assassiné Harold Finch dans un moment de désespoir. Que la justice avait été claire, nette et sans appel. Mais Miss Marple savait le contraire. Elle invita donc l'inspecteur Cray, le sergent Aldridge et un petit nombre de personnes impliquées. Le colonel Bloom, Dora Kemp, Vivienne, qui était revenu d'Oxford, l'air fatigué mais calme. À sa demande, le vicaire de Fairview House. Le décor était choisi avec soin. La véranda, fraîchement aérée et restaurée, les fougères taillées, les pots d'orchidées replacés. Le lieu même où le crime avait été commis allait désormais remplir sa véritable fonction, être le théâtre de la résolution du crime. Alors que les invités rassemblés étaient assis dans une confusion discrète, Miss Marple prit place au centre de la pièce, une tasse de thé dans une main et son sac à tricot toujours présent à ses pieds. « Je sais que ça doit paraître inhabituel », commença-t-elle doucement, « mais je trouve qu'il vaut toujours mieux finir ce qu'on a commencé. Surtout quand on commence un meurtre. » Une ondulation parcourut le groupe. Miss Marple, commença le colonel Bloom en s'éclaircissant la gorge. « Je vous promets que je ne vous retiendrai pas longtemps, » dit-elle avec un léger sourire. « Mais je dois vous demander encore quelques minutes de patience. » Elle se tourna vers Cray. « Vous avez bien sûr eu raison d'enquêter sur Honoria Lampston. Elle avait à la fois un mobile et une opportunité. Mais c'est précisément ce qui m'a troublé. C'était tout point aussi clair. Et s'il y a une chose que la vie au village vous apprend, inspecteur, c'est que les gens sont rarement aussi obligeants lorsqu'ils commettent des crimes. » Cray hocha légèrement la tête, le visage tendu par l'anticipation. « Je savais aussi, poursuivit-elle, que la mort était délibérée. Le poison utilisé était de l'aconitine absorbée par la peau, subtil et efficace. Et pourtant, les gants que nous avons trouvés, les gants de Vivienne, n'étaient pas destinés à tuer. Ils étaient destinés à tromper. » Une touche théâtrale. Vivienne rougit mais ne dit rien. Le véritable tueur, dit Miss Marple d'une voix douce mais assurée, était quelqu'un qui avait bien plus de raison que nous ne le pensions. Quelqu'un qui se tenait silencieusement aux abords de cette maison depuis des années. Quelqu'un d'invisible à la vue de tous. Les autres regardèrent autour d'eux, la confusion grandissante. Et puis, comme pour tirer le rideau sur l'acte final, elle dit « Madame Edgecombe. » Le nom s'est déposé sur la pièce comme la poussière d'une étagère, longtemps ignorée. Vivienne cligna des yeux. La gouvernante. Elle a été la première à rejoindre Harold Finch, a déclaré Mademoiselle Marple. Elle a prétendu avoir trouvé Vivienne tremblante, dehors, après le cri. Mais personne d'autre point si elle arriva aux côtés de Finch, car elle était déjà là. Elle entra seule dans la véranda, feignant de l'aider, et le toucha de ses mains gantées imprégnées de poison dilué. La dernière dose. « Mais pourquoi ?» demanda le colonel Bloom, la voix plus tremblante qu'il ne l'avait prévu. Miss Marple se tourna vers lui. Parce qu'Harold Finch avait autrefois ruiné quelqu'un qu'elle aimait. Sa fille. Une jeune fille envoyée à l'étranger dans la honte, morte seule. Madame Edgecombe reconnut Finch à son arrivée, mais lui ne la reconnut pas. Et lorsqu'elle comprit qu'il menaçait à nouveau les habitants de cette maison, Vivienne, Honoria,
elle prit les choses en main. Elle a avoué, demanda Cray. Miss Marple hocha la tête. À moi. Et à vous, je crois, à sa manière. Elle a pleuré longtemps. Vivienne baissa les yeux sur ses genoux. Ce n'était donc pas ma tante. Ce n'était pas moi. Non, ma chère, répondit gentiment Miss Marple. Mais votre tante a laissé planer les soupçons sur elle. Par loyauté. Et par culpabilité, peut-être pas pour meurtre, mais pour avoir caché votre naissance. Vivienne resta silencieuse un long moment. Puis, et maintenant? Miss Marple se tourna vers Cray. C'est à la loi d'en décider, bien sûr. Mais j'espère, dit-elle en marquant une pause, choisissant soigneusement ses mots, qu'on pourra faire preuve de tolérance. Elle a agi par douleur, non par malveillance. Cray hocha la tête. La couronne examinera les circonstances. Un silence retomba. Mais Miss Marple n'avait pas encore fini. Il y a encore une chose, dit-elle en regardant directement le colonel Bloom. Il cligna des yeux. Vous étiez prêt à admettre la vérité sur la paternité de Vivienne. Finalement. Mais Harold Finch a menacé de la rendre publique de la pire des manières. Par pression. Vous avez dit avoir refusé de le payer. Bloom détourna le regard. Ça me semblait indigne de moi. À l'époque. Et pourtant, dit-elle, votre inaction a failli détruire 3 vies. J'espère que vous ne la laisserez pas en détruire une 4e. Bloom hocha la tête, déglutissant difficilement. Vivienne, dit-il d'une voix rauque, s'il me reste quelque chose à dire, je veux juste dire que je suis désolé. J'aurais dû, enfin, tout dire. J'aurais dû dire la vérité. Elle le regarda, ni avec colère, ni même avec tristesse, mais avec le regard clair et constant de quelqu'un qui avait grandi, obligé de lire entre les lignes. Je sais, dit-elle, mais peut-être avons-nous tous maintenant l'occasion de prendre un nouveau départ. Avec la vérité. Plus tard, alors que les invités partaient et que le soleil disparaissait derrière les haies, Miss Marple se tenait seule dans la véranda, regardant la lumière jouer sur les feuilles de la fougère récemment restaurée. L'inspecteur Cray s'attardait à ses côtés. « J'ai connu de bons détectives, dit-il, mais je n'ai jamais vu personne démêler quelque chose avec autant de finesse. Comme de la dentelle. Miss Marple sourit. La nature humaine, inspecteur. C'est toujours ça. Les gens font des erreurs. Ils gardent des secrets. Mais ils laissent aussi des traces, habitudes, gestes, choix. Et avec du temps, du thé et un endroit tranquille pour réfléchir, on peut généralement discerner la vérité. Il rit doucement. Ça a l'air simple, à ton avis? Oh, jamais. Mais les indices sont toujours là, même s'ils ne savent pas qu'ils les laissent. Elle se tourna vers lui, l'air pensif. Je pense qu'il serait sage, maintenant, de laisser le village tranquille. Qu'il croit que justice a été rendue. Mais tous les détails ne doivent pas être divulgués. Je suis d'accord, dit Cray. Certaines choses peuvent rester entre ceux qui les comprennent. Elle hocha la tête, prit son sac à tricot et se dirigea vers la porte. Oh, dit-elle par-dessus son épaule. Et inspecteur, rappelez à votre sergent de ne pas piétiner les violettes en sortant. Elles viennent juste de pousser, et Elsphère je déteste les bottes. Mais cela nous donne un motif. Pour plusieurs personnes, acquiesça Miss Marple. Vivienne, qui sait maintenant que toute sa vie reposait sur un mensonge. Honoria, dont la tutelle impliquait peut-être une complicité de tromperie. Même Harold Finch lui-même peut-être cherchait-il à forcer une réconciliation. Ou peut-être avait-il déjà envoyé des copies à d'autres. Cray soupira. Alors, c'est notre indice caché. Non, inspecteur, dit Miss Marple, une lueur naissante dans ses yeux. C'est la vérité. L'indice, je crois, est plus petit, plus discret, et il a bien failli le manquer. Elle se tourna vers la véranda, où Finch était mort, et la désigna du doigt. Tu vois cette fougère, près du pot cassé? Elle n'était pas là le jour du déjeuner, ni le lendemain. Elle a été déplacée. Cray le fixa. Une fougère. La fougère des dames, dit-elle. Une espèce robuste, mais qui réagit violemment à certains produits chimiques. Ces feuilles brunissent en quelques heures lorsqu'elles sont exposées aux alcaloïdes. Et, le jour de la mort d'Harold Finch, cette fougère était parfaitement verte. Le lendemain, ses extrémités étaient brunes. Quelque chose l'a touchée, quelque chose l'a effleurée, peut-être. Quelque chose de contaminé. Cray cligna des yeux, comprenant peu à peu. Du poison, murmura-t-il. Elle hocha la tête. Oui, inspecteur. Pas dans le thé. Pas dans la nourriture. Sur le pot du tueur. Quelque chose d'actuel.
quelque chose transmis par une poignée de main, un effleurement du bras, ou une poignée d'épaule feinte de soutien. Elle se tourna vers lui. Il faut se demander qui l'a touché en dernier. Le lendemain, un soleil pâle flottait dans le ciel, dissipé par les derniers vestiges de brume qui s'accrochaient aux haies. Le village était calme, d'un calme inhabituel. Un silence général s'était installé à Saint-Aldelme, comme s'il percevait lui aussi le tremblement invisible qui courait sous ses ruelles pavées et ses chaumières bordées de lierre. De retour à Fairview House, l'inspecteur Cray et Miss Marple se tenaient dans la véranda, les restes brisés du pot d'orchidée encore présents dans un coin. Cray avait interdit au personnel de toucher quoi que ce soit pour l'instant. La fougère que Miss Marple avait remarquée la veille était maintenant soigneusement entourée d'une ficelle, ses pointes brunies retombant tristement vers le sol carrelé. La fougère de dame, dites-vous, murmura Cray. Et vous croyez qu'elle a réagi au tueur? Au poison? Tout à fait, répondit Miss Marple. C'est une plante sensible, notamment aux alcaloïdes. La digitale est la plus commune dans les jardins, mais il en existe d'autres. L'aconite, la belladone. Même la sève de certaines euphorbes peut provoquer une réaction, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises. Et tu penses que ça a été transmis par le toucher? Exactement. Non ingéré. Absorbe. Probablement par un gant ou une crème. J'ai lu un jour le cas d'une femme qui s'était appliqué un liniment à base d'aconitine sur les poignets et avait accidentellement empoisonné son mari avec un mouchoir partagé. Cray fronça les sourcils. Alors, quelqu'un a touché Finch alors qu'il était enduit d'une substance toxique. Miss Marple se retourna, le regard pensif. Pas seulement touché, inspecteur point manipulé, je soupçonne que celui qui l'a tué a dû faire comme s'il n'avait pas été près de lui. Et pourtant, quelqu'un l'était. Cray expira longuement et lentement. Alors, il faut remonter à chaque personne qui s'est approchée de lui dans la véranda. Immédiatement avant ou après. Chaque geste. Chaque contact. Ils ont commencé par le personnel de maison. Bess, la servante, avait aperçu Finch de loin, portant une assiette de gâteau aux graines. Elle l'avait remarqué en train de discuter avec Vivienne près des fougères, mais ne s'était pas approchée. Le majordome était dans le garde-manger, supervisant le vin. C'est la gouvernante, Madame Edgecombe, qui a offert quelque chose d'utile. J'ai aidé Mademoiselle Vivienne après l'incident, dit-elle, les mains jointes. Elle tremblait, la pauvre. Je l'ai ramenée à l'intérieur et je lui ai apporté ses sels odorants. A-t-elle dit quelque chose d'inhabituel? Demanda Cray. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne s'était détournée que pour un instant. Miss Marple intervint doucement. Et avez-vous remarqué quelque chose dans son apparence? Ses mains, peut-être? Maintenant que vous le dites. Madame Edgecombe hésita. Elle portait des gants en rentrant du jardin. Des gants lavande pâle. Mais quand je suis revenu avec les sels, ils avaient disparu. Elle a dit qu'elle les avait perdus près des fougères. Je suis allé les chercher, mais je ne les ai jamais retrouvés. Cray et Miss Marple échangèrent un regard. Quelqu'un a-t-il fouillé le terrain en profondeur? A-t-elle demandé. Nous allons passer chaque centimètre au peigne fin, marmonna Cray. Mais ce n'est pas sur ce terrain que Miss Marple se rendit ensuite. C'était chez Vivienne elle-même. Elle trouva sa nièce qui arpentait le salon, les cheveux non brossés, une légère brillance sur son front trahissant une nuit blanche. Mademoiselle Marple, dit-elle en se raidissant. De retour pour une autre observation silencieuse. J'espérais une conversation tranquille, répondit agréablement Miss Marple. Vivienne hésita, puis fit un geste vers la chaise longue. Tu ferais mieux de t'asseoir. Je suppose que tu ne partiras pas avant d'avoir dit ce que tu voulais dire. Miss Marple s'assit avec un calme qui contrastait avec le tourbillon de déduction qui s'était formé dans son esprit. J'ai cru comprendre, ma chère, que vous portiez des gants ce jour-là. Lavande, je crois. L'expression de Vivienne vacilla. C'était une garden party. J'essayais de paraître à la hauteur. C'est tout à fait compréhensible. Et pourtant, ils ont disparu. C'est plutôt dommage. Je crois qu'ils ont pu être très importants. Il y eut une pause. Vivienne assassit. Tu crois que c'est moi qui l'ai fait? Je n'ai pas dit ça. Mais tu y penses. Miss Marple sourit faiblement. Je pense, ma chère, que quelqu'un a utilisé ces gants pour autre chose que la mode. On vous a vu parler à Harold Finch peu avant sa mort. Peut-être l'avez-vous touché. Peut-être ne vouliez-vous pas lui faire de mal, peut-être ne saviez-vous pas ce que vous aviez sur les mains. Mais quelqu'un le savait. La voix de Vivienne s'aiguisa.
Je n'y connais rien au poison. Alors peut-être que quelqu'un t'a donné les gants, ou les a laissés là où tu aurais dû les porter. Silence. Et puis, tu ne comprends pas, dit-elle d'une voix étouffée. Je ne voulais rien d'Harold. Je ne voulais même pas la vérité. Vous voulez dire, à propos du colonel Bloom. Vivienne cligna des yeux, surprise. Comment as-tu fait? C'était dans la lettre. Celle qu'il a envoyée à M. Everley. Elle le fixa. Tu l'as lu? Moi aussi. Et l'inspecteur aussi. Vivienne s'affaissa, la force du combat s'évaporant de ses épaules. Je ne l'ai pas tué. Je te le jure. Je te crois, dit doucement Miss Marple. Vivienne leva les yeux brillants de larmes retenues. Mais quelqu'un utilisait moi, n'est-ce pas? Je pense plutôt que oui. À l'extérieur, la recherche avait révélé quelque chose de significatif. Près de la haie latérale, sous un tas de débris de coupe et de paillis, le sergent Aldridge trouva une paire de gants froissés, lavande pâle, humides et striés de ce qui semblait être les résidus d'une substance gélatineuse. Cray les fit transporter d'urgence au laboratoire, mais il soupçonnait ce qu'ils y trouveraient, un poison topique, absorbé par la peau, transféré par le toucher. Les preuves, bien que circonstancielles, pointaient désormais vers quelqu'un qui avait non seulement connaissance de ces substances, mais y avait également accès. Il était temps de revoir la femme du docteur. Dora Kemp était le genre de femme qui en savait plus qu'elle ne le disait et qui passait rarement à côté d'un détail médical, aussi mineur soit-il, dans un village. Son mari, le docteur Kemp, était resté curieusement à l'écart de l'enquête, invoquant des raisons éthiques et le désir de ne pas brouiller les pistes. Mais sa femme n'avait aucune réserve de ce genre. « C'est du poison, c'est ça ?» demanda-t-elle quand Cray la confronta. « Je l'ai dit dès le début. Quelque chose de dégoûtant. Probablement fait maison. Votre mari aurait-il accès à de la digitale ou de l'aconite? » Elle fit un geste de la main. « Bien sûr. Le cabinet médical a toutes sortes de choses. Mais elles sont fermées à clé. Alan garde les clés sur lui. Et toi? » Elle sourit d'un air crispé. « J'aide à la prescription. Parfois. Mais pas sans supervision. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, vous étiez très proche de Vivienne pendant le déjeuner. Je me souviens vous avoir vu lui tendre un verre de limonade. » Dora pencha la tête. « Je voulais juste être poli. As-tu touché ses gants? » Une pause. Puis un haussement d'épaule. « C'est possible. Je lui passai sa serviette à ce moment-là. Est-ce un crime? » Seulement, dit Miss Marple, si tu savais ce qu'il y avait sur les gants. Dora resta immobile. Tu ne peux rien prouver. Mais ce n'est peut-être pas nécessaire, dit Cray. Si vous voulez bien nous accompagner à la gare, juste pour clarifier quelques points. Tu ne trouveras pas une once de poison chez moi, rétorqua Dora. Je ne suis pas idiote. Au contraire. Dit Miss Marple avec un sourire triste, vous êtes une femme très intelligente. Mais les gens intelligents vont souvent trop loin. Dora les regarda tour à tour. Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas tué. Mais vous saviez qu'il allait mourir, dit Miss Marple. Et vous avez fait en sorte que quelqu'un d'autre paraisse coupable. Dora Pallet. Il n'a jamais été question de Vivienne, n'est-ce pas? Poursuivit Miss Marple. Il s'agissait d'Harold Finch. Quelque chose qu'il savait. Ou qu'il savait. Et à ce moment-là, quelque chose de froid brilla dans les yeux de Dora. Je l'ai prévenu, murmura-t-elle. Je lui ai dit de ne pas s'intéresser au passé de mon mari. Ce soir-là, Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux, le feu crépitant doucement. Son esprit ne tournait plus en rond, il se dirigeait vers un but précis. Une conclusion. Harold Finch avait découvert plus qu'un secret sur la paternité de Vivienne. Il était tombé sur quelque chose de bien plus ancien. Et quelqu'un a fait de gros efforts pour s'assurer que la vérité reste enterrée. Mais le passé, Miss Marple le savait, avait tendance à refaire surface. Souvent dans les endroits les moins attendus. Et bientôt, quelqu'un tenterait une dernière fois de le faire taire. Le lendemain matin, tout le monde à Saint-Aldelme parlait, même si personne ne savait vraiment de quoi il parlait. Les rumeurs circulaient comme la surface d'un étang agité. Vivienne avait empoisonné Harold Finch après avoir découvert qu'il n'était pas son père. Le colonel Bloom avait avoué dans un accès de culpabilité. La femme du médecin avait été arrêtée, sa maison remplie de bouteilles sinistres étiquetées en latin. À la poste, 3 versions de la même histoire circulaient simultanément. Chez le boucher, M. Quand on prétendait avoir vu l'inspecteur en personne entraîner quelqu'un enchaîné, bien qu'aucune chaîne n'ait jamais été signalée manquante à la quincaillerie du village.
Mais à Fairview-Vaos, dans le silence d'un salon plongé dans l'obscurité pour se protéger du soleil de la mi-matinée, Miss Marple était assise avec l'inspecteur Cray et Vivienne Lampston dans un silence presque épuisé. Seul le tic-tac de l'ancienne pendule française d'Honoria rompait ce silence. « Alors ce n'est pas elle, » dit Cray en se frottant les yeux. « Dora Kemp. »« Non » acquiesça Miss Marple d'une voix légère mais ferme. Mais elle voulait nous faire croire que oui. Son éclat était une diversion, pas un aveu. Une attaque délibérée. Vivienne, recroquevillée dans un coin du canapé comme une figure de Greuze, leva de grands yeux rouges. Mais pourquoi? Pourquoi se donner autant de mal si ce n'était pas elle la tueuse? Parce que, dit doucement Miss Marple, elle croyait que la vérité sur la mort de Finch nuirait à son mari. Je pense que nous découvrirons qu'Harold Finch avait découvert quelque chose dans le passé du docteur Kemp, quelque chose de médical, peut-être. Une erreur? Un scandale? Dora Kemp, toujours protectrice, a pris sur elle de brouiller les pistes. Cray se renversa dans son fauteuil, les lèvres pincées. Eh bien, si elle essayait de faire dérailler l'enquête, elle a presque réussi. Non, corrigea Miss Marple, elle a seulement accéléré. Il fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Miss Marple se leva et se dirigea lentement vers la fenêtre. Dehors, la roseraie baignait de soleil, ses fleurs épanouies, indifférentes aux intrigues humaines. Avez-vous déjà remarqué, inspecteur, qu'une distraction soudaine révèle souvent plus qu'elle ne cache? Tel un tour de passe-passe, elle détourne le regard, mais seulement si l'observateur accepte d'être trompé. Cray eut un petit rire. J'en déduis que j'ai regardé les mauvaises mains. Miss Marple se retourna vers eux. Récapitulons, très simplement, ce que nous je sais. Harold Finch est mort subitement, sans montrer aucun signe de lutte. Il s'est effondré près de la fougère, une plante qui réagit mal à certaines toxines. On a vu Vivienne lui parler. Des gants ont été retrouvés avec des résidus compatibles avec des composés toxiques. Pourtant, Vivienne n'a pas appliqué le poison. Quelqu'un d'autre l'a fait, dit Cray. Et il s'est assuré que Vivienne les porte. Exactement. Mais réfléchissez pourquoi quelqu'un se lancerait-il dans des démarches aussi complexes? Pourquoi ne pas l'empoisonner directement? Parce que, murmura Vivienne, il voulait que je prenne la responsabilité. Miss Marple hocha la tête. Oui, mais pas seulement vous. Il voulait qu'apparaîtrait que le meurtre concernait toi. Une dispute personnelle. Un héritage. Une confiance trahie. Tous ces motifs sont terriblement domestiques. Mais ce n'était pas le cas, dit lentement Cray. C'était autre chose. Quelque chose de plus calculé. En effet, dit Miss Marple d'une voix sèche. Et je crois que cela a un lien avec la mallette d'Harold Finch. Cray s'y redressa. La mallette? On l'a déjà vue. Miss Marple hocha la tête. Quelqu'un d'autre aussi. C'est précisément là le problème. Une demi-heure plus tard, ils étaient de retour à la bibliothèque du village, où la mallette avait été enfermée dans le bureau improvisé de Cray. L'inspecteur la récupéra, la déverrouilla et commença à en sortir le contenu familier. Des documents juridiques, des lettres, une photo de Vivienne en compagnie d'un homme que personne ne parvenait encore à identifier. Miss Marple observait attentivement, ses yeux scrutant chaque objet non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qui n'était plus là. « Inspecteur, puis-je » demanda-t-elle en attrapant la mallette elle-même. Il le lui a donné. Elle passa doucement ses doigts le long de la doublure intérieure, s'arrêtant à la couture arrière. « Cette couture, murmura-t-elle. Elle a été trafiquée. Regardez, le fil ne correspond pas sur le bord inférieur. Je suppose que quelque chose était caché dans la doublure. » Cray se pencha. Un deuxième compartiment. Je crois que oui. À l'aide d'une paire de ciseaux à ongles sortis de son sac à main, un outil que toute femme sensée devrait porter, elle a dit, Miss Marple a coupé quelques-uns des fils errants et a délicatement séparé la doublure. Elle en sortit une petite enveloppe, usée mais intacte. Elle ne portait ni adresse, ni timbre, juste un nom, griffonné à la hâte sur le devant, Honoria. Vivian Inspire Brusmith. Cray ouvrit l'enveloppe et déplia la feuille unique à l'intérieur. Ses yeux le parcoururent rapidement, puis à nouveau, plus lentement. « Eh bien, dit-il d'un ton sombre. Voilà qui explique le dernier morceau. » Il le passa à Miss Marple, qui lut à haute voix. « Honoria, tu as toujours été le plus malin. Assez malin pour garder Vivienne dans l'ignorance. Assez malin pour convaincre ton frère de ne jamais nommer Bloom. Assez malin pour penser que personne ne découvrirait ce qui s'est réellement passé à Marseille. Mais pas assez malin pour faire taire tout le monde.
J'ai les lettres. J'ai les dossiers. Et je dirai tout à Vivienne. Peut-être comprendra-t-elle alors le prix de la protection. Ah chef. Il y eut un silence. Cray prit alors la parole. Marseille. La voix de Miss Marple était basse. J'imagine que c'est là que Harold Finch et Honoria se sont croisés pour la première fois, dans une ombre commune du passé. Vivienne S.C. leva brusquement. Ma tante, mais elle ne pouvait pas. Miss Marple posa doucement une main sur le bras de la jeune femme. Parfois, a-t-elle dit, les gens commettent des crimes non pas par haine, mais par amour mal avisé. Ils retournèrent à Fairview en silence. Miss Marple, désormais, avançait comme si chaque pas la rapprochait du centre d'un labyrinthe depuis longtemps compris. Elle ne souriait pas. Son calme habituel s'était transformé en quelque chose de plus difficile, teinté d'une tristesse silencieuse. Honoria Lampston était dans la véranda, taillant une touffe de cyclamen blanc à floraison tardive, un sécateur posé à côté de sa tasse de thé. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'ils entrèrent. « Je suppose, dit-elle, toujours en coupant les mots, qu'il est temps. » Miss Marple ne dit rien. Cray non plus. « Je ne voulais pas qu'il meure, poursuivit Honoria. Pas vraiment. Je voulais juste l'effrayer. L'arrêter. Tu as empoisonné les gants, dit Cray d'un ton neutre. Oui, dit-elle. De l'aconite. En solution diluée. Je savais qu'il s'absorbait lentement. J'en ai appliqué quelques gouttes sur les doigts juste avant de les donner à Vivienne. Je lui ai dit que c'était à sa mère, que je les avais trouvés au grenier. Un geste sentimental. Vivienne S. brusquement. Pourquoi? Honoria releva enfin les yeux. Son visage était calme, mais des larmes brillaient au coin de ses yeux. Jamais un après-midi n'avait été aussi parfait à Saint-Aldelme. Les roses fleurissaient avec une abondance éclatante, la cloche du presbytère sonnait précisément à 3h30, et les dames de la Société des Jardins profitaient de leur déjeuner d'été annuel dans les vastes jardins de Fairview House, accueillis par la charmante mais redoutable Honoria Lampston. Fairview se tenait légèrement à l'écart du reste du village, niché derrière de vieilles et des grilles en fer forgé, sa véranda scintillant tel un joyau au soleil. Le domaine appartenait à la famille Lampston depuis des générations, bien que sa directrice actuelle, Mademoiselle Honoria, y vivait seule, à l'exception d'une suite de domestiques en constante évolution et de sa nièce, Vivienne. Honoria était réputée pour son exigence, jamais cruelle, bien sûr, mais impitoyablement pointilleuse sur les roses, le linge de table et la moralité des romans modernes. Miss Marple avait accepté l'invitation avec une curiosité discrète. Bien qu'elle manquât rarement une réception de la Garden Society, c'était l'arrivée de Vivienne Lampston, venue de Londres, qui l'intriguait plus que le déjeuner lui-même. La jeune femme était un scandale subtil en elle-même. Élégante, friande de jeans à des heures inopportunes, et la rumeur disait qu'elle avait abandonné une carrière théâtrale, plus ou moins variée. Elle se promenait dans le jardin ce jour-là avec une langueur magnétique, telle une chatte qui n'aurait aucune intention d'expliquer ce qu'elle avait renversé. « Encore des sandwichs au concombre, Miss Marple ?» demanda Madame Banbury-Smith, la femme du vicaire, avec sa politesse distraite habituelle. « Non merci, ma chère. » répondit Miss Marple, les yeux légèrement plissés par le rire strident qui venait de s'échapper du colonel Bloom, à l'autre bout de la table. Mais je crois que le colonel vient de se rendre compte d'une chose plutôt amusante. Amusant, certes, mais peut-être pas tout à fait innocent. Le regard du colonel s'était tourné vers Vivienne, qui se tenait maintenant au bord de la véranda, en conversation avec Harold Finch, l'avocat récemment rentré d'un séjour exotique à Singapour. Finch était bronzé, cynique et visiblement pas aussi ennuyeux qu'il le prétendait. Les conversations autour de la table étaient pleines de mauvaises herbes et de mauvais temps, mais sous tout cela coulait un autre courant, à peine perceptible, à moins de savoir écouter. Miss Marple, bien sûr, savait écouter. « Et qu'est-ce qu'est-ce » dit soudain Madame Banbury-Smith en regardant le jardin, en plissant les yeux. Un bruit étrange s'était fait entendre. Du verre se brisait dans la véranda, suivi d'un bruit sourd et lourd. Les chaises raclaient. Les tasses à thé s'entrechoquaient précipitamment sur les soucoupes. Vivienne hurlait. En quelques instants, les invités se précipitèrent, ou dans le cas de Miss Marple, furent soigneusement aidés vers la véranda. À l'intérieur, l'air était lourd de jasmin et de chaleur. Un pot d'orchidées s'était écrasé sur le carrelage, laissant s'accumuler de l'eau et de la terre. Et, au centre de tout cela, les bras anormalement tordus sous lui, gisait le corps d'Harold Finch. Il n'y avait pas de sang, pas d'armes,
Pas de notes dramatiques épinglées sur sa poitrine. Juste le silence, rompu seulement par le murmure étranglé de Vivienne. Mais j'étais Justine lui parlant. Je me suis détourné un instant. Je pensais qu'il le ferait. Oh mon Dieu! La voix d'Honoria Lampston résonnait fort au-dessus du tumulte. Que quelqu'un aille chercher la police. Et personne ne doit quitter la maison. Nous devons faire les choses correctement. Miss Marple, immobile sur le seuil de la véranda, observait le tableau d'un œil calme. L'air était désormais frais, malgré le soleil. Elle avait déjà commencé à écouter. Pas à ce que les gens disaient, mais à quoi ils ne s'adressaient pas. La nouvelle se répandit rapidement à St. Aldelm, non pas comme une traînée de poudre, comme le prétendent les esprits théâtraux, mais plutôt comme du lierre grimpant inexorablement sur les murs de pierre de la salle paroissiale. Patiente, insidieuse et silencieusement imparable. Lorsque la police arriva à Fairview House, appelée par une cuisinière tremblante, lancée à toute vitesse dans les ruelles du village, la nouvelle avait déjà été transmise par la postière, entendue par M. Crampton chez le primeur et répétée solennellement à un cercle de joueurs de bridge dans la salle de lecture de l'Institut féminin. Mort dans la véranda, paraît-il, murmura ma belle Ogilvy en ajustant ses lunettes comme pour mieux entendre les détails flottant dans l'air. L'avocat, Sir Harold Finch, tombé comme un sac de pommes de terre. Il parle d'une insuffisance cardiaque. A déclaré Nora Prentice, qui n'avait jamais laissé le manque de confirmation l'empêcher de donner des nouvelles. Non, non, rétorqua M. Crampton en baissant la voix comme quelqu'un sur le point de révéler un scandale. Il a été frappé. Pas une marque, remarqué, mais frappé quand même. Un de ces poisons invisibles, peut-être. Vous savez, comme dans les romans policiers. Les autres hochèrent gravement la tête. Ils étaient tous d'accord pour dire que ce n'était pas le genre de choses qui devraient les meurtres, s'ils se produisent, doivent avoir lieu dans les ruelles londoniennes ou dans d'étranges hôtels étrangers, et non au milieu des rosiers et des sandwichs. De retour à Fairview, l'inspecteur Garrett Cray avait pris les choses en main avec le professionnalisme rigoureux d'un homme qui détestait les affaires de campagne, mais qui détestait encore plus les bâclés. Cray n'était pas un homme stupide, mais il avait un faible pour les suspects évidents et un penchant pour les preuves bien rangées. Miss Marple l'avait observé avec un léger intérêt tandis qu'il parlait à Vivienne dans le salon, son carnet ouvert, son stylo posé comme un poignard. « Et vous dites que vous étiez juste à l'extérieur de la véranda ?» répéta-t-il. Vivienne hocha la tête. Elle était pâle maintenant, le glamour du déjeuner s'était évaporé comme une peinture délavée. On parlait d'Harold et moi. Des bêtises, en fait. J'ai détourné le regard. Je jure que je n'ai détourné le regard qu'une seconde. Et puis j'ai entendu le fracas. Il a dû tomber sur cette table. Ou dedans. Tu n'as vu personne d'autre entrer. Non. Mais moi. Elle marqua une pause, les dents crispées sur sa lèvre inférieure. Le colonel Bloom est passé devant moi juste avant que ça arrive. Il a dit quelque chose à propos des bégonias. Il dit toujours quelque chose à propos des bégonias. Et il est allé dans la véranda. Je ne sais pas. Je regardais les lys. Miss Marple, assise tranquillement avec une tasse de thé tiède et oubliée, ne l'interrompit pas. Elle observait les mains de la jeune fille. Elle tremblait lorsqu'elle les posa sur ses genoux, mais à peine. Pas forcément le tremblement de la peur. Plutôt, de l'incertitude. Le colonel Bloom fut ensuite appelé, sa moustache hérissée tressaillante d'indignation. « C'est une affaire épouvantable, souffla-t-il. Finch m'a toujours semblé un peu goujat, mais quand même. C'est vraiment indécent de mourir pendant la cérémonie de la Garden Society. Es-tu allé dans la véranda? Demanda Cray. J'ai passé la tête. Je voulais voir si Lampston avait fait quelque chose pour ce problème de vigne. Un horrible mildiou. Mais non, je n'ai même pas franchi la porte. Et vous avez vu M. Finch? Debout près de la table avec la fille, mademoiselle Vivienne. Elle semblait chuchoter quelque chose. Ça ne leur faisait rien, je peux vous le dire. Quel genre de regard? Eh bien, le colonel se déplaça et s'éclaircit la gorge. On aurait dit qu'il lui disait ce qu'il pensait. Ou peut-être qu'elle lui disait le sien. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas amical. Mais bon, Finch a toujours été un fouineur. Cray griffonnait vivement en hochant la tête. Pendant ce temps, les convives encore confinés dans le salon chuchotaient entre eux, avec un désespoir qui confinait à l'excitation. Il y avait une énergie particulière qui surgissait toujours après un scandale villageois, surtout lorsqu'il était teinté de violence. « Vous me croyez, dit Madame Banbury Smith, s'adressant confidentiellement à Agnès Purbright,
cela sera réglé dans la journée. Probablement son cœur. Ce climat à l'étranger, à Singapour, n'est-ce pas, a des effets terribles sur la constitution. Oh, mais il était assez, il est en forme, protesta Agnès. Je l'ai vu sortir une caisse entière de vin de sa voiture l'autre jour. Il n'a pas bronché. Il aurait pu être empoisonné, a suggéré Dora Kemp, la femme du médecin. Ce genre d'effondrement soudain, oui, je le pense. Depuis le coin, Miss Marple prit la parole, d'une voix si douce qu'elle semblait presque ne pas l'interrompre. J'ai entendu parler un jour d'un homme mort subitement lors d'un pique-nique paroissial après avoir mangé une tarte aux groseilles. Il s'est avéré qu'il avait été empoisonné à la nicotine extraite du tabac, à pipe et administrée par l'intermédiaire de crème caillée. La pièce resta silencieuse pendant un moment. J'ose dire que Finch n'avait pas de tarte, marmonna Dora. Tout de même, poursuivit Miss Marple avec un léger sourire, ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ces petits événements qui semblent si fortuits, jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Agnès cligna des yeux. Croyez-vous alors à un meurtre, Miss Marple? Je ne crois encore à rien. Mais J. observe. Dehors, une bruine s'était mise à tomber, douce et persistante, perlant le long des fenêtres de Fairview. La véranda avait été bouclée, et un agent de police se tenait maintenant devant, avec la fierté maussade d'un homme gardant un lieu vraiment important. En cuisine, le personnel chuchotait entre eux, les yeux écarquillés et ravis, comme seuls ceux qui sont à l'abri du danger peuvent se le permettre. Ils parlaient des amis de Vivienne en ville, des appels téléphoniques nocturnes et des colis mystérieux, de la façon dont Finch avait crié dans le couloir à son arrivée à l'improviste une semaine plus tôt. On ne l'attendait pas, tu sais, confia la bonne Bess au garçon de cuisine. Il est arrivé comme un éclair. Même pas de sac. Dans le village, le pub a connu une rare affluence de clients ce soir-là, tous désireux d'échanger des théories autour de pintes et de ragoûts. Empoisonné par le thé, déclara M. Gefffer, le boucher. Ne soyez pas bête. Il est mort après son départ, rétorqua le jeune Tom Ridley. C'était ce colonel. Il a l'air d'un homme qui a fait des choses. De retour à son cottage, Miss Marple était assise dans le salon avec son tricot, le feu crépitant doucement à ses pieds. L'horloge de la ville sonnait 8 heures. Elle ne pensait pas à la mort de Finch en soi, mais au motif qui émergeait maintenant comme de légers fils derrière une tapisserie. Vivienne Lampston s'était entretenue en privé avec Harold Finch. Ils avaient une histoire, elle en était certaine. Peut-être pas romantique, mais chargée néanmoins. Le colonel Bloom avait-il passé la tête, n'est-ce pas? C'était une expression que les hommes utilisaient pour paraître serviables tout en omettant des détails utiles. Et Honoria Lampston, qui avait fait preuve d'un calme admirable durant le tumulte, et elle, Miss Marple avait remarqué la façon dont ses doigts se resserraient fermement autour de l'accoudoir de son fauteuil en apprenant la mort de Finch. Pas de chagrin. Quelque chose de plus dur. Pour l'instant, le village avait ses théories. Miss Marple n'en avait aucune. Juste des observations. Et le sentiment que cette mort n'avait rien à voir avec les roses, ni avec les bégonias, ni avec une crise cardiaque. Non, cela avait à voir avec quelque chose de bien plus profond. Et quelqu'un qui se croyait vraiment très intelligent. L'inspecteur Garrett Cray revint à Fairview House le lendemain matin, son manteau trempé par la bruine persistante, ses bottes laissant des traces de boue sur le carrelage immaculé du hall d'Honoria Lampston. Il avait passé la majeure partie de la nuit à relire ses notes et à traquer un télégramme confirmant les activités récentes de Finch. L'homme était arrivé à Saint-Aldelme sans prévenir, sans réservation à l'auberge et sans bagage, hormis une mallette cabossée retrouvée sur les lieux. Cette mallette était maintenant ouverte sur la table du salon, son contenu s'étalant en une banalité déplaisante de journaux de mode, de correspondances, de quelques documents juridiques et d'une photo usée d'une Vivienne Lampston beaucoup plus jeune, bras dessus bras dessous avec un homme méconnaissable. Elle était sans étiquette, légèrement froissée et étrangement déplacée parmi les effets par ailleurs bien rangés de Finch. Miss Marple arriva discrètement, ayant été invitée, ou plus exactement autorisée, à assister comme témoin pendant que l'inspecteur poursuivait son enquête. C'était une petite politesse dont elle bénéficiait plus souvent qu'on ne l'aurait cru, en raison de sa curieuse habitude de remarquer des choses qui échappaient aux autres. « Bonjour, Miss Marple », dit Cray avec un hochement de tête, avec seulement une trace de condescendance dans son ton. « Bonjour, inspecteur. Un temps maussade, n'est-ce pas ?» dit-elle en retirant ses gants. Et pourtant, parfois,
Les nuages aident à y voir plus clair que le soleil. Cray fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Il commençait à soupçonner que Miss Marple parlait rarement à tort et à travers, même lorsqu'elle semblait le faire. Il se tourna plutôt vers Vivienne, de nouveau assise dans le fauteuil à dossier près de la cheminée. Son teint était pâle, mais la tension dans sa voix suggérait une femme cherchant à reprendre le contrôle. « Je te l'avais dit. » dit-elle d'un ton neutre, « je n'avais pas vu Harold depuis plus d'1 an. Il est arrivé sans prévenir. Nous avons échangé quelques banalités, mais rien de bien important. » « On vous a vu lui parler en privé pendant plusieurs minutes, » rétorqua Cray. Le colonel Bloom affirme que la conversation semblait animée. Les lèvres de Vivienne se pincèrent. Le colonel trouve des ragots dans les feuilles de thé. Mais il y avait quelque chose entre vous et M. Finch. Vivienne hésita. Oui, dit-elle enfin. Mais c'était de l'histoire ancienne. Un investissement insensé. Harold se prenait pour un véritable entrepreneur, entraînant toujours les autres dans des combines ratées. J'ai perdu de l'argent, c'est tout. Ce n'était jamais personnel. Miss Marple sirotait lentement son thé, l'air indéchiffrable. Elle ne doutait pas que la déclaration avait été répétée. Et votre tante, mademoiselle Lampston, connaissait-elle bien M. Finch? Demanda Cray. Pas spécialement. Il est venu à la maison une fois l'été dernier, je crois, pour me parler, soi-disant. Mais tante Honoria ne l'aimait pas. Elle disait qu'il avait des yeux de faucon en costume de banquier. Elle aurait raison là-dessus, murmura Miss Marple. L'inspecteur consulta ses notes. La cause du décès reste incertaine. Pas de traumatisme, pas de blessures externes. L'autopsie préliminaire suggère une forme d'arrêt cardiaque, mais aucun antécédent médical. Nous attendons les résultats des analyses toxicologiques. J'ai cru qu'il s'était évanoui, dit Vivienne à voix basse. Au début. Puis j'ai vu sa main. Elle était recroquevillée comme une griffe. Regarde. Miss Marple leva les yeux. C'est inhabituel, dit-elle doucement. Ce n'est pas vraiment ce à quoi on s'attend après un effondrement soudain. Cray fronça les sourcils. Tu as déjà vu ça? Oui, inspecteur. Une fois. Chez un jeune homme qui avait confondu la racine de digital avec de l'ail des ours. Une fin tragique. Il était en pleine forme avant le dîner et presque mort avant le dessert. Cray cligna des yeux. De la digitale? Digitalis. Extremamente toxique et à fortes doses. Plutôt commune dans les jardins de village, en fait. On la trouve peut-être près des nénuphars à Fairview. Vivienne la fixa du regard. Tu dis que quelque nourrit, ça lui appartient. Je dis, dit doucement Miss Marple, que l'apparence des mains peut parfois suggérer la manière dont le cœur s'est arrêté. Cray marmonna quelque chose dans sa barbe et retourna à son carnet. Tandis que l'inspecteur poursuivait son enquête officielle, interrogeant le personnel de la maison et analysant les empreintes digitales sur la vitre de la véranda, Miss Marple se dirigea vers la place du village. Ses courses étaient délibérément lentes, laissant le temps aux conversations. À Saint-Aldelme, les meilleures sources n'étaient ni les dossiers ni les rapports médico-légaux. C'étaient les conversations qui se dénouaient sur les comptoirs et les clôtures des magasins. Chez l'épicier, Mademoiselle Prentice se pencha avec confidence. Vivienne Lampston est à Londres depuis des lustres, n'est-ce pas? Toutes ces affaires de la ville sont revenues assez soudainement, à mon avis. Pas un mot à personne. Elle est juste arrivée en mâle et en tenue élégante. Oh, j'imagine que c'était simplement le changement de rythme, proposa Miss Marple d'un ton doux. Peut-être. C'est quand même bizarre, non? Surtout avec cet avocat qui fouine. Au bureau de poste, Mademoiselle Emily Blatch ne fit pas semblant d'être désinvolte. Il est venu mardi matin, vous savez. Finch, il voulait envoyer un colis recommandé. Il a scellé ici même. Adresse à quelqu'un de Bloomsbury. Est-ce qu'il semblait agité? Pas plus que d'habitude. Il avait un air étrange, un peu vigilant, comme s'il attendait quelqu'un. Et il t'a dit quelque chose? Il a dit qu'il fermait un chapitre. C'était l'expression. Il n'a pas précisé ce que cela signifiait. Miss Marple la remercia et retourna dans la ruelle, un malaise s'installant dans ses épaules. Un chapitre se referma, en effet. Un thé du soir tourne mal. Derrière le lierre, quelqu'un cache un secret. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. Dites-moi bonjour dans les commentaires. D'où me connectez-vous ce soir? Vos messages illuminent toujours ma journée. Voici comment tout a commencé. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, près de l'âtre,
le feu crépitant doucement tandis qu'elle enfilait une nouvelle paire de chaussettes pour son petit-neveu. Dehors, les cloches de l'église sonnaient à travers le village. L'affaire était terminée. Mais les leçons, comme toujours, sont restées. La justice, pensa-t-elle, n'était pas une question de gros titres, ni de spectacle. Il s'agissait de rétablir l'équilibre dans un monde enclin à basculer sous le poids des secrets. Et parfois, la justice ressemblait à une vieille paire de gants, à une lettre usée, au chagrin silencieux d'une femme. Parfois, cela ressemblait à la vérité, dite clairement. Une semaine s'était écoulée depuis que la serre de Fairview Vaos avait révélé son dernier secret. Léa avait été taillée, le scandale s'était estompé, et la ville de Saint-Aldelme, tel un oiseau blessé mais déterminé, commençait à se lisser les plumes et à reprendre son vol normal. Les ragots, autrefois fiévreux et incessants, étaient devenus plus discrets, plus lents, plus sélectifs. Un silence respectueux semblait planer sur le village, non pas imposé, mais choisi, comme si même les voisins les plus bavards comprenaient qu'un événement grave s'était produit et qu'il serait indécent d'en râler les os avec trop d'empressement. Il y avait bien sûr des murmures. « Cette pauvre fille », murmura Madame Prentice au boulanger. Elle a d'abord menti sur ses origines, puis a failli être accusée de meurtre. Et puis sa tante a endossé la responsabilité de cette façon. C'était noble, je suppose. Ou désespéré. Il y a plus de choses que nous ne le saurons jamais, dit sagement le boulanger. Il y en a toujours. Miss Marple, de son côté, avait repris ses habitudes habituelles. S'occuper des massifs de roses, écrire un modeste article sur le sirop de sureau pour Le Compagnon des femmes, et reprenant le thé avec son ami de longue date, Miss Hartnell, qui avait complètement manqué le drame à cause d'un rhume de poitrine et était maintenant furieuse d'avoir été laissée de côté. Mais derrière ses habitudes agréables et ses sourires polis, Miss Marple continuait de réfléchir. Non pas à l'horreur du crime, Saint-Aldelme avait connu des tragédies pires, quoique plus discrètes, mais à la complexité de sa résolution. Car le meurtre n'était pas un acte isolé. C'était une tapisserie, tissée de vieilles erreurs, de poisons lents, de hontes enfouies et de fragilité humaine. Et dans ce cas, la tapisserie n'avait pas seulement recouvert un corps, mais un héritage. Jeudi matin, Vivienne Lampston est revenue au village. Elle arriva en voiture de location, sans chapeau, les cheveux légèrement plus longs et ébouriffés par le vent, sa robe d'un bleu pâle qui la rajeunissait et laissait paraître plus fatiguée à la fois. Elle ne portait pas de valise. Juste une sacoche en cuir, une lettre serrée dans une main, et une expression mi-résolue, mi-attristée. Elle emprunta le chemin familier en direction du cottage de Miss Marple, s'arrêtant une fois pour contempler les roses en pleine floraison à l'extérieur du mur du presbytère. Miss Marple l'accueillit à la porte du jardin, comme si elle l'attendait. « Tu as l'air en bonne santé, » dit-elle. Vivienne esquissa un léger sourire. « Je ne le sens pas, mais je suppose que c'est un début. » Ils étaient assis dans le salon, la bouilloire déjà chaude et les scones tout juste sortis du four. Miss Marple était fermement convaincue qu'aucune conversation digne de ce nom ne devait avoir lieu sans un bon thé. « Je pensais te devoir un au revoir, » dit Vivienne. « Je ne reste pas. J'ai accepté un poste à Oxford. Un travail administratif dans un théâtre local. Pas très glamour, mais c'est propre. La propreté peut être réconfortante, a convenu Miss Marple en versant. J'ai aussi pensé que tu aimerais ça. » Vivienne fouilla dans son sac et glissa une lettre pliée sur la table. Miss Marple Ellevery. C'était l'écriture d'Honoria. « Ma très chère Vivienne, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué une dernière fois à te protéger. J'espère que cet échec t'a apporté la vérité, et non la honte. J'ai porté de nombreux secrets, mais aucun n'était plus lourd que le mensonge de ton père. Je l'ai fait par amour, même si je sais que ce n'est pas suffisant. Tu dois vivre librement maintenant, sans mon ombre. Sache que tout ce que j'ai fait, bien ou mal, je l'ai fait pour toi. Et n'oubliez pas, les secrets restent rarement enfouis, et ne devraient pas l'être, ni dans un jardin, ni dans une famille, ni dans un cœur. Bien à toi, toujours. » Honoria. Miss Marple plia soigneusement la lettre et la lui rendit. « Elle n'était pas toujours gentille, » a déclaré Vivienne, « mais elle n'a jamais cessé de se soucier des autres, même quand ça lui faisait mal de le montrer. » Non, acquiesce comme Miss Marple. Certaines personnes gardent l'amour comme un placard fermé à clé. C'est en le gardant qu'elles le montrent, pas en le donnant. Vivienne regarda par la fenêtre, le regard perdu. Et Madame Edgecombe,
Elle a été inculpée, dit doucement mademoiselle Marple. Mais le juge a toute latitude. L'inspecteur estime que sa situation sera prise en compte. Vivian hocha la tête. Je ne peux pas la détester. Pas après ce que je sais. Ils restèrent assis en silence un moment de plus, comme le font les gens lorsqu'ils se séparent, mais sans savoir comment. Finalement, Miss Marple tendit la main par-dessus la table. « Il y a encore beaucoup de vie devant toi, ma chère. Plus que tu ne le penses. » Vivienne sourit faiblement. « Et toi? » « Oh, dit Miss Marple en se versant une autre tasse, « je vais continuer exactement comme je l'ai toujours fait. Observer. Écoutez. Attendre la suite. » Le samedi, Fairview House était fermé. Ses grandes grilles de fer fermées pour la première fois depuis des années. La rumeur courait que le domaine serait vendu. Un notaire de Bath avait déjà été aperçu en train de parcourir le périmètre. Les rosiers continuaient de fleurir sans qu'on s'en soucie. Le colonel Bloom, rentré discrètement et installé dans une pension de famille à la sortie du village, n'envoya aucun message à personne, pas même à Vivienne. Mais le vicaire confirma qu'il avait fait un modeste don à l'orphelinat local. Peut-être était-ce aussi une sorte d'excuse. Dora Kemp reprit son club de bridge, visiblement plus calme, mais tout aussi adroite aux cartes. Son mari, le bon docteur, n'avoua jamais publiquement l'incident, mais on le voyait plus souvent à l'église que les années précédentes. L'inspecteur Craig quitta le village peu après. L'affaire était considérée comme classée sans problème, même si c'était inhabituel. Il remercia Miss Marple avant de partir, avec une remarque ironique sur le fait qu'il ne sous-estimerait plus jamais les cercles de tricot. Miss Marple, naturellement, avait simplement souri et lui avait offert un pot de gelée de coin. Un après-midi, alors que l'été laissait place à l'automne, Miss Marple se promenait dans le cimetière. Non pas pour une raison particulière, mais simplement pour le rythme. Les rangées silencieuses de pierres tombales, la chaleur du soleil sur les vieilles pierres, le bruissement des oiseaux dans les frênes. Et là, près du mur ouest, là où poussait autrefois l'aconite sauvage, elle s'arrêta. Le patch avait été coupé. Mais quelques fleurs bleues ont encore réussi à percer le sol. Elle s'agenouilla lentement, effleurant un pétale entre ses doigts. Une belle chose, pensa-t-elle. Délicat, mortel. Tant d'histoires dans le monde étaient comme ça. Racontées à voix basse. Enracinées dans la douleur. Fleurissant là où personne ne s'y attendait. Elle se leva, épousseta sa jupe et rentra chez elle. Le repas du soir serait modeste. Un peu de soupe, des toasts à la confiture, et le deuxième chapitre d'un nouveau roman policier fraîchement arrivé de Londres. La vie, après tout, continue. Et tandis que le meurtre avait touché le village, comme il le devait parfois, il avait également continué à se propager. Mais les leçons sont restées. La justice, Miss Marple le savait, était rarement simple. Ce n'était pas toujours gentil. Et cela n'arrivait pas toujours avec le bruit d'un marteau ou le flash des menottes. Parfois, cela arrivait dans une compréhension tranquille. Dans des lettres écrites trop tard. Dans les fleurs laissées intactes. Dans la levée d'un fardeau qui pesait depuis trop longtemps sur trop d'épaules. Et parfois, cela arrivait sous la forme d'une femme âgée avec une théière, un œil vif et la connaissance inébranlable que le mal, bien que souvent rusé, n'était jamais aussi intelligent qu'il le pensait. Cet après-midi-là, Honoria Lampston reçut Miss Marple pour le thé. La femme d'âge mûr était calme, les cheveux coiffés en chignon soigné, la voix rauque comme toujours. « J'ai tout dit à l'inspecteur, » dit-elle. « Je n'aimais pas Harold Finch. C'était un grimpeur, toujours avec un sourire trop large. Et je ne fais pas confiance aux hommes qui ne révèlent jamais leurs véritables pensées. » Tout à fait, acquiesça Miss Marple. Il m'a semblé quelqu'un qui appréciait l'influence. Effet de levier. Le genre d'homme qui sait des choses et les garde jusqu'au moment le plus propice pour les utiliser. Honoria remua son thé, mais ne répondit pas. Votre nièce a mentionné avoir perdu de l'argent dans l'une de ses entreprises. Plus qu'elle ne vous l'a dit, j'imagine, dit sèchement Honoria. L'orgueil de Vivienne l'empêche de faire preuve de bon sens. Elle a investi près de 2000 livres sterling de l'héritage de son père. J'ai essayé de l'en empêcher. C'est une somme considérable. C'était la sienne, à perdre, ajouta Honoria d'un ton sec. Et Finch s'en est assuré. Miss Marple hocha la tête, son regard parcourant le salon. Sur la cheminée, plusieurs photographies encadrées étaient disposées avec une précision militaire. L'une montrait Honoria jeune en uniforme de la WAF. Une autre, un portrait de mariage,
peut-être celui des parents de Vivienne. Et une autre encore, un homme en uniforme inconnu, délavé et froissé au coin. Honoria vit son regard. « Mon frère, dit-elle, tué au combat en 1942. Il m'a légué Vivienne. » « Un lourd fardeau, murmura Miss Marple. « Non, une responsabilité. Une responsabilité que je ne prends pas à la légère. » Dehors, la bruine avait cessé, et un léger parfum de lilas mouillé flottait par les fenêtres ouvertes. Miss Marple termina son thé et fit ses adieux polis, l'esprit déjà en ébullition. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installait sur le village, l'inspecteur Cray arriva au cottage de Miss Marple, un rare aveu d'incertitude professionnelle à ses yeux. « Nous n'avons trouvé aucun poison, aucun que nous puissions détecter. En tout cas, l'autopsie n'a pas été concluante. Et les empreintes digitales sur la porte de la véranda appartiennent à tout le monde, point sauf Pinson. »« Sauf Finch ?» répéta Miss Marple, surprise. « Il n'a jamais touché la poignée. » Ce qui signifie que soit la porte était déjà ouverte, soit quelqu'un d'autre l'a ouverte pour lui. Et il entra volontairement. On dirait bien. Miss Marple se tenait près de la fenêtre, regardant passer l'allumeur de réverbère avec sa démarche régulière et sa perche vacillante. « Inspecteur, dit-elle doucement, avez-vous pensé que le meurtre n'était peut-être pas lié à l'argent ?» Cray leva les yeux. « Et alors ?» Elle se retourna, un pli pensif sur le front. « La vengeance, peut-être. » All the silence. Elle n'a pas donné de détails. Elle le faisait rarement, mais les pièces s'alignaient lentement, comme elles le doivent toujours, mais sans aucun doute. Harold Finch était venu à Saint-Aldelme avec des secrets. Et quelqu'un, croyait-elle, l'avait réduit au silence avant qu'il ne puisse les révéler. Le lendemain matin, l'aube était plus vive que la précédente, la pluie s'étant enfin arrêtée et les ruisselant en signe d'excuse. Le village de St. Aldelme commençait son lent retour à l'ordre, mais sous cette façade de normalité, une certaine vigilance persistait, subtile comme de la fumée, mais tout aussi persistante. L'inspecteur Cray, revigoré par un thé fort et par la ténacité d'un homme qui détestait l'ambiguïté, retourna à Fairview House avec une détermination renouvelée. Si le poison n'avait pas fait effet, c'est le mobile qui devait faire le plus gros du travail. Et le mobile, semblait-il, était abondant. Au centre de son intérêt renouvelé se trouvait le colonel Geoffrey Bloom, militaire à la retraite. Ancien des Bengales lancés, murmura Cray à son sergent. Il a vécu ici 15 ans. Il connaît chaque buisson en fleurs du village. Et aucun alibi valable pour le moment où Finch est mort. Le colonel Bloom, rappelé à Fairview, fut moins flatté par cette attention. Il arriva en tweed, l'air irrité, la moustache hérissée et le bâton de canne tapotant son humeur sur le parquet. « Tu ne peux pas croire que j'ai quelque chose à voir avec la mort de cet homme, aboya-t-il. Je le connaissais à peine. Et pourtant, on vous a vu près de la véranda peu de temps avant sa mort, dit Cray d'une voix douce. J'admire les bégonias, inspecteur, pas les avocats. Mais tu savais que Finch était impliqué dans une sorte de querelle avec Miss Lampston. Je ne dirais pas que c'était une dispute. Je dirais plutôt que c'était une question de mauvaise manière. » L'homme lui parlait comme s'il était le maître des lieux. L'a-t-il menacé? Bloom hésita. Pas vraiment. Mais j'ai déjà vu des officiers avec ce regard. Calculateur. Prédateur. Miss Marple, qui était arrivée à l'invitation de l'inspecteur, bien qu'avec l'air d'une femme qui, passe simplement, choisit ce moment pour parler, sa voix aussi douce que jamais. « Colonel, vous avez servi en Inde, n'est-ce pas ?» Bloom se tourna vers elle, sa méfiance s'adoucissant légèrement. « Oui, Miss Marple. Depuis des années. J'en suis très fier. J'imagine que vous avez vu des hommes faire des bêtises pour des raisons très personnelles. L'honneur, peut-être. La réputation. Trop souvent, a-t-il admis, les hommes sont d'étranges créatures en matière de dignité. » Elle hocha la tête. « Et diriez-vous que M. Finch avait l'air d'un homme qui avait peur de perdre son sang ?» Le colonel la regarda avec une pointe de surprise. « Plutôt un homme qui a peur d'être exposé. » Cray haussa un sourcil. « Exposition à quoi ?» Mais Bloom n'en dit pas plus. Pendant ce temps, Vivienne Lampston s'était mise à arpenter les jardins sans relâche, une cigarette toujours allumée, mais rarement terminée. Lorsque Miss Marple s'approcha d'elle près des rosiers cet après-midi-là, elle semblait impatiente de lui parler, même si ce n'était pas pour lui exprimer sa gratitude. « J'imagine que vous êtes venu me poser d'autres questions, » dit sèchement Vivienne.
Vous le faites avec plus de délicatesse que l'inspecteur, mais c'est pareil, n'est-ce pas? Oh, je ne demande jamais à moins que je ne soupçonne déjà une réponse, dit Miss Marple doucement, en regardant une abeille flirter avec les pétales d'une fleur jaune. Vivienne eut un rire cassant. Et que me soupçonnez-vous? Seulement que tu es plus effrayé maintenant qu'hier. La cigarette tremblait faiblement entre ses doigts avant d'être écrasée sur une pierre. Il savait quelque chose, dit enfin Vivienne. Je ne sais pas quoi exactement, mais Harold avait un don pour collectionner les choses. Pas toujours des informations, mais un moyen de pression. Il m'a dit un jour que les secrets valaient plus que les actions. Et il en avait des vôtres? Vivienne détourna le regard. Peut-être, mais rien de fatal. Pas pour moi. À quelqu'un d'autre? Elle hésita. Puis, il a dit avoir écrit une lettre juste avant de mourir. Il a dit que c'était la fin d'un silence profitable. J'ai supposé qu'elle me concernait. Mais maintenant, je pense qu'elle concernait peut-être tante Honoria. Cray, désormais animé d'une pointe de suspicion, rendit une seconde visite à la maîtresse de Fairview. Honoria Limestone, Lou salua Freudmet. Sans changer d'attitude. Je comprends que vous enquêtez maintenant sur mon personnage, inspecteur, dit-elle en versant du thé d'une main calme. Ce sont toujours les personnes respectables qui deviennent suspectes, n'est-ce pas? Je crains que la respectabilité n'ait jamais protégé personne des soupçons, a déclaré Cray. Miss Marple, assise comme d'habitude avec une attention tranquille, demanda doucement. Saviez-vous, Miss Lampstone, que M. Finch avait dit à Vivienne qu'il avait écrit une lettre juste avant de mourir? Le regard d'Honoria, n'y vacilla pas. Non, mais Harold écrivait toujours des choses. Des menaces, des promesses, des propositions. Rien de contraignant. Mais si celui-ci contenait quelque chose de dangereux, insiste Cray. À moi? Rit Honoria d'un rire bref et sec. Le pire qu'il puisse faire, c'est de déterrer des fantômes. Et j'ai depuis longtemps fait la paix avec les miens. Mais parfois, dit doucement Miss Marple, d'autres personnes ne l'ont pas fait. Il y eut une pause. Savez-vous qui recevait cette lettre? Demanda Cray. Non. Savez-vous qui aurait pu vouloir empêcher sa lecture? Cette fois, la réponse d'Honoria arriva plus lentement. Peut-être, quelqu'un qui craignait que son passé ne devienne son présent. La journée avançait, et avec elle, le rythme des soupçons s'accélérait. Cray, malgré toute sa confiance initiale, se retrouvait entouré de personnes qui avaient des secrets et des raisons de vouloir réduire Harold Finch au silence. Vivienne et sa fortune perdue. Honoria et son passé enfoui. Le colonel Bloom et sa tension inexpliquée. Même le personnel de maison, pourtant loyal et prétendu, était désormais sous surveillance discrète. En particulier Thomas Farrow, le jardinier. Homme mince d'une quarantaine d'années, aux mains calleuses et profondément attachées aux plantes, Farrow travaillait à Fairview depuis 6 ans et parlait rarement plus que nécessaire. Mais son nom avait refait surface une fois, discrètement, lors de la reconstitution des déplacements de Finch. J'ai vu M. Finch parler à Farrow, a raconté Dora Kemp, l'épouse du médecin, lors de sa visite au presbytère. Mardi matin, avant le déjeuner, ça avait l'air assez intense. C'était suffisant pour Cray. Il trouva Farrow en train de tailler du lierre le long du mur nord et lui fit signe de s'écarter. Vous avez parlé avec M. Finch avant sa mort. Farrow s'essuya les mains sur son pantalon. Oui. De quoi s'agit-il? Il m'a demandé qui était le père de Vivienne. Cray cligna des yeux. Pardon? Il pensait que je savais peut-être quelque chose qu'il ignorait. Il a dit que les journaux étaient commodément silencieux sur certains détails. Est-ce que... Farrow secoua la tête. Rien du tout. Mais ça m'a perturbé, je l'avoue. Il a dit qu'il avait des preuves. Il m'a dit de ne parler à personne de notre conversation. Miss Marple, qu'il avait suivi depuis les rosiers sous prétexte d'intérêt botanique, pencha la tête. Et en quoi cela l'intéresserait-il? Demanda-t-elle doucement. Le père de Vivienne? Farrow la regarda, les yeux plissés. Parce qu'il a dit que ce n'était pas l'homme du portrait sur la cheminée. Il a dit que c'était quelqu'un d'autre. Et que quelqu'un ne voulait pas que ça se sache. Cette nuit-là, Miss Marple était assise près du feu, ses aiguilles claquant lentement, ses pensées loin de la laine. Harold Finch avait effrayé quelqu'un. Pas par la violence, par la vérité. La liste des suspects était longue, mais des tendances se dessinaient. Vivienne craignait d'être exposée, mais pas pour elle-même. Honoria réclamait la paix, mais elle protégeait sa nièce comme un soldat.
Blue avait des secrets de guerre, tant à l'étranger que personnels. Et quelque part dans tout cela, peut-être même parmi les photographies sur la cheminée, il y avait un nom, un homme ou un scandale que quelqu'un tuerait pour garder enterré. Mais lequel? Miss Marple ne le savait pas encore. Mais elle commençait à voir la forme du puzzle. Et bientôt, pensa-t-elle, quelqu'un essaierait très fort de la tromper. Le lendemain matin, le murmure du scandale s'était transformé en quelque chose de plus solide. Non plus de simple ragot, mais un murmure discret et persistant qui se propageait dans le village comme du lierre à travers une clôture. Les gens n'avaient pas encore peur, mais ils se méfiaient, les uns des autres, de ce qui pourrait arriver ensuite. L'inspecteur Cray avait élu domicile provisoirement dans la salle de lecture de la bibliothèque publique de Saint-Aldelme, un sanctuaire silencieux et lambrissé qui sentait la poussière et la confiture. De là, il poursuivit ses interrogatoires avec une frustration croissante. Pas de nouvelles confessions, pas de preuves irréfutables. Et toujours pas de traces de la lettre que Finch aurait écrite avant sa mort. Peut-être que ça n'a jamais existé. Murmura Cray au sergent Aldrich. Un bluff. Une fausse piste. Mais Miss Marple pensait le contraire. Elle avait passé la matinée non pas à la bibliothèque, ni parmi les rosiers de Fairview, mais au presbytère. Plus précisément, dans le modeste salon où Madame Banbury-Smith organisait son cercle de raccommodage bi-hebdomadaire. C'est ici que Miss Marple avait entendu quelque chose de tout à fait ordinaire, et par conséquent, de tout à fait précieux. C'était vraiment bizarre, dit Madame Hargreave en enfilant une nouvelle aiguille. Le lendemain matin du déjeuner, j'ai vu le facteur remettre une lettre recommandée aux Bundle, à Evelyn. Les Bundle? Demanda une autre dame. Ils n'ont aucune raison de recevoir du courrier recommandé, c'est sûr. Qu'est-ce qui pourrait bien? Ils signaient pour. Oh, ce n'était pas pour eux, dit Madame Hargreave, les yeux brillants. C'était au bon soin de leur locataire, le jeune monsieur Everley. Il a dit qu'il le recevait de la part d'un ami de la ville. Il avait l'air nerveux? En effet. Miss Marple ne sourit pas. Elle posa simplement son aiguille et croisa les mains sur ses genoux. Monsieur Everley était un jeune homme récemment arrivé à Saint-Aldelme, sympathique, vaguement artiste, et on le qualifiait toujours de sorte d'écrivain. Il n'avait manifesté aucun lien particulier avec Harold Finch, mais Finch n'était pas du genre à annoncer ses alliances. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite au Bundle. « Je collecte les cotisations pour la fête des moissonneurs, » dit-elle en souriant, debout sur leur perron impeccablement balayé. Monsieur Everley serait-il là, par hasard? Madame Bundle, une femme bienveillante, malheureusement attirée par les parfums forts, acquiesça et disparut brièvement. Quelques instants plus tard, M. Everley apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux en bataille, le col de chemise déboutonné, avec l'insouciance des hommes qui écrivent des poèmes que personne ne lit. « Miss Marple, n'est-ce pas? » demanda-t-il. « On s'est rencontrés chez l'épicier. » Brièvement? « Oui. J'espère ne pas être indiscret. »« Pas du tout. » Il s'écarta. « Je vous en prie, entrez. » À l'intérieur, la pièce était modeste et sentait légèrement l'encre et le pain grillé. Sur le bureau, près de la fenêtre, se trouvait une lettre à moitié écrite, un stylo plume et une enveloppe marron non cachetée. Les yeux de Miss Marple se posèrent sur lui. « J'espère que vous ne me trouvez pas trop entreprenante, monsieur Everley, » dit-elle, assise sagement au bord d'un fauteuil usé. « Mais je crois que vous avez reçu une lettre récemment. Une lettre qui n'était peut-être pas entièrement à votre disposition. » Son sourire s'est estompé. « Yeah. Suppose que vous faites référence au colis recommandé? »« Oui. De Harold Finch. » Il cligna des yeux. « Comment? » Madame Hargreave a une vue imprenable sur Evelyn depuis sa fenêtre de couture. Elle se trompe rarement sur les livraisons postales. Everly Sapira. On m'a demandé de le recevoir. Je n'ai su ce qu'il contenait qu'après. Oh, le regard de Miss Marple était doux. Puis-je le voir? Il hésita, puis hocha la tête. Je n'ai pas montré ça à l'inspecteur. Yeah. N'était pas sûr que ce soit important. Ou dangereux. Il lui tendit une lettre pliée. Elle était écrite d'un trait ferme et précis, l'écriture d'Harold Finch, incontestablement légale et assurée. Miss Marple la l'entamet. À qui cela peut concerner, la vérité ne restera pas enfouie éternellement. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne peux être tenu responsable de ce que d'autres ont choisi de cacher. L'enfant méritait de savoir. S'il m'arrivait quelque chose, envoyez ceci à Mademoiselle Vivienne Lampston.
L'acte de naissance ci-joint vous expliquera tout. Harold Finch, Miss Marple Levelessio. Il y avait un enclos. Everley hocha de nouveau la tête et sortit un papier plié d'un tiroir. Il était vieux, jauni sur les bords, mais clairement officiel. Vivienne Lampston, née le 10 mars 1931. Mère, Eleanor Marwood. Père, Henry James Blunt. Colonel Bloom, demanda Miss Marple, à peine plus fort qu'un murmure. Je ne savais pas quoi en penser, a admis Everley. Ça semblait explosif. Je ne voulais pas en être responsable. Miss Marple plia soigneusement la lettre, comme on le ferait avec un spécimen fragile. Vous avez bien fait, monsieur Everley. Mais je crains que quelqu'un d'autre n'ait cru que c'était une raison suffisante pour tuer. Ce soir-là, elle retourna à Fairview avec la lettre et le certificat bien rangés dans son sac à main. Elle trouva l'inspecteur Cray arpentant l'allée du jardin, le visage exaspéré. « Je suppose que vous n'avez rien découvert dans votre cercle de couture ?» demanda-t-il sèchement. « En fait, inspecteur, dit-elle doucement, je l'ai fait. » Elle lui a remis la lettre. Il la lut 2 fois, la deuxième fois plus lentement. « Mon Dieu, murmura-t-il. Ça change tout. » En effet, dit Miss Marple en regardant l'horizon. Cray était déjà en mouvement. « Il faut qu'on parle au colonel. » Le colonel Bloom était chez lui, sirotant du porto et relisant le Times, lorsque l'inspecteur arriva. Miss Marple attendait dans le jardin, à la suggestion de Cray, peut-être pour donner du poids moral, peut-être pour permettre à l'inspecteur son propre moment théâtral. Lorsque Cray est apparu 40 minutes plus tard, son expression était tendue. « Il l'a admis, dit-il d'un ton sombre. C'est son père. Il dit avoir rencontré Eleanor Marwood lors d'une permission en 1930. Il n'en a jamais parlé à personne. Il a prétendu avoir bien agi envers la jeune fille en restant à l'écart. Et Finch l'a découvert, murmura Miss Marple. Cray hocha la tête. Bloom dit que Finch a menacé de rendre l'affaire publique, qu'il voulait de l'argent. Il a dit qu'il ruinerait Vivienne si Bloom n'obtempérait pas. Le colonel a refusé. Et pourtant, dit doucement Miss Marple, il ne l'a pas tué. Cray cligna des yeux. Tu penses qu'il est innocent? Je pense, dit-elle lentement, que si le colonel Bloom était le genre d'homme prêt à tuer pour protéger sa fierté, Vivienne n'aurait jamais atteint l'âge adulte. Et Finch n'aurait pas eu besoin de le menacer. Il aurait tout simplement disparu.